Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Rebonjour si vous étiez avec nous jusqu'à présent ou si vous êtes en train de nous regarder sur YouTube avec les VOD. Donc, vous êtes toujours sur la donne, la deuxième journée donc de conférence. J'ai le plaisir après de recevoir. Ah, j'ai pas changé l'image là-haut, non. Ah, au secours. J'avais la petite image, j'ai oublié un truc. Voilà, je reçois donc Grill. C'est juste écrit Grill, pas de prénom ni quoi que ce soit. Non, non, c'est bien, Greg. Eh ben écoute, je vais te laisser te présenter. On va parler donc de la caméra 3D dans Haven, le prochain jeu du studio Game Bakers pour lequel tu travailles. Et je vais te laisser te présenter tout simplement avant de commencer cette petite conférence. Écoute, à la limite, j'ai un slide pour me C'est présenter, vrai? Ah donc bah, incroyable. Vas-y. Donc je te laisse faire évidemment partage d'écran et c'est parti. allez, c'est parti. C'est bon? Ah ouais, impeccable. On voit tout bien. Ok. Donc, ben, voilà, je vais vous parler de comment est-ce qu'on positionne les caméras 3D dans Haven. Donc, je suis Grill, comme on vient de le dire. Donc, je suis programmeur chez les Game Bakers depuis 2011, quasiment le début, donc sur des jeux comme Squid, The Squeeze Wild West, Combo Crew, Fury. À côté de ça, je participe aussi sur mon temps libre au développement d'un jeu qui s'appelle Oko, en faisant la musique et les shaders. Je fais aussi des jeux de jam qu'on pourrait presque qualifier de serious games, comme des parodies de Game of Thrones, des Katamari dans l'univers de Baldur's Gate, ou des jeux de pole dance où on combat la tête désincarnée de Christine Boutin. Ok, oui. Je Non pense mais qu'il est encore c'est jouable sur Itch.io, si vous voulez. c'est un très bon choix. Voilà, je me suis aussi mis au travail du bois récemment, mais ça n'a pas grand-chose à voir avec le taupe pour le coup. Donc juste avant de commencer, un petit avertissement, c'est pas un tutoriel là, que je vais vous faire, déjà parce que j'ai pas la prétention d'être un expert en matière de caméra. Haven, c'est ma première expérience sur les 3C, donc j'ai découvert un peu tout ça et j'ai passé beaucoup de temps sur Internet à regarder des vidéos. Également, je peux pas garantir, malgré tous mes efforts, que les caméras seront parfaites 100% du temps dans le jeu quand il sortira. Donc potentiellement, vous aurez des trucs comme ça de temps en temps. Ok, Bon, alors là, pour ce guide, j'ai fait exprès, hein, mais ouais. Bon, de toute façon, le jeu est en cours de développement. Voilà. Hein, je pense que les gens qui nous regardent notez-le, le jeu n'est pas fini, évidemment. après, une autre raison pour laquelle c'est pas un tutoriel, ben, c'est que de toute façon, chaque jeu est évidemment différent, sans même parler forcément de jeux en 2D où ça n'a plus rien à voir, même pour d'autres jeux en vue à la troisième personne. Et bien, les solutions que j'ai pour répondre aux besoins spécifiques de Haven ne seront pas forcément les mêmes pour ces jeux. Ils auront d'autres topologies, d'autres règles de mouvement des personnages, d'autres volontés de rendu. Donc les critères de placement des caméras ne seront pas les mêmes. Et la dernière raison pour ça, c'est que là, moi, je vais parler essentiellement du côté technique en restant relativement haut niveau. Mais ça, c'est que la moitié du boulot, puisque une fois qu'on a les critères techniques qui sont en place, eh bien, il va falloir les fignoler, il va falloir faire tous les petits réglages au poil. C'est pour ça que dans Haven, il y a quelques paramètres de ce style que j'ai laissé aux designers. Donc comme ça, voilà, quand la caméra fait n'importe quoi, je peux leur dire, c'est vous, c'est les paramètres, ils sont pas bons. Ce n'est pas ma faute. Ouais, c'est malin. Et une dernière petite précision, donc Haven est développé dans Unity, mais il n'y a pas grand-chose dans Stoke qui va être spécifique à Unity. D'accord. Et donc avant de partir, je vais vous mettre le trailer pour ceux qui ne connaissent pas le jeu et pour les autres, profitez de la musique.
m'en bon, il y a un lasse pas. certain nombre, Vraiment, je ne m'en lasse pas. il y a un certain nombre de plans du trailer qui sont pas des plans gérés par mes caméras, hein. C'était pour le trailer. Voilà. Donc les contraintes qu'on a dans Haven, ce qui va donc, ce qui décide des règles que j'applique aux caméras. Donc c'est des topologies qui sont quand même assez libres. On a beaucoup de falaises, on a des zones parfois un peu étroites, on a des rochers un peu partout. On a une distance de caméra qui est relativement élevée, donc plus de possibilités pour les obstacles de venir s'intercaler entre la caméra et les personnages. Et les personnages peuvent avoir des mouvements assez brusques, ils vont se mettre à glisser, ils vont s'arrêter. Ça fait des changements de caméra qui sont parfois assez rapides. Donc là aussi, c'était quelque chose de particulier à gérer. Et après, on a aussi deux autres contraintes qui sont vraiment spécifiques à Haven pour le coup. On a de la coop sur le même écran. Donc, ce n'est pas en écran splitté. On a les deux personnages qui sont sur le même écran. Et on a la glisse que vous avez vu dans le trailer et les dérapages. Donc ça, c'est un peu différent aussi de l'exploration classique puisqu'on passe presque dans un mode qui est un peu de la course, presque comme une course de voiture. D'ailleurs, j'ai joué à Mario Kart pour le boulot. Voilà, c'était une mission pour mon boulot pour référence. Donc quelques petites généralités. À savoir notamment les objectifs principaux que j'avais en réalisant les caméras, donc ce qui sont pour moi un peu les critères d'une bonne qualité de caméra. Donc conserver un mouvement lisse, je ne veux pas de gros à-coups désagréables pour le joueur. Montrer au maximum au joueur ce que je pense qu'il veut voir et se faire oublier globalement, puisque on dit souvent que voilà, une bonne caméra, c'est une caméra dont on ne parle pas. La plupart du temps, dans les reviews, si on parle d'une caméra, c'est pas pour en dire du bien. Oui. Désolé, je parle d'expérience en général, c'est ça. Ça fait partie des choses un peu ingrates. Si on n'en parle pas, c'est plutôt bon signe. Voilà, tout à fait. Et donc le fonctionnement global, donc j'ai une classe mère de caméra qui va regrouper un peu tous les trucs un peu génériques. Et ensuite, pour chaque type de caméra, on va avoir une classe fille. Et ensuite, dans ma scène Unity, j'ai un game object par caméra. Donc, par exemple, la caméra de marche simple de joueur, et j'en ai dans ma scène une pour chaque personnage, en Ok. fonction de celui que le joueur est en train de contrôler. Et un dernier point un peu important, c'est, et ça va faire plaisir à ceux qui n'aiment pas les quaternions, c'est que je manipule des vecteurs tout simplement parce que c'est via des vecteurs de rotation que notre cerveau comprend les rotations. Donc, manipuler des quaternions, a priori, c'est pas une bonne idée. Ça va pas forcément donner des mouvements naturels. Bon, je me sers quand même de quaternions pour certains calculs, hein, mais c'est pas utilisé pour l'orientation elle-même de la caméra. Donc, les éléments de base, le premier point et le plus important, c'est le point de focus. Donc là, c'est la petite croix jaune qu'on voit sur la vidéo. Et alors, pourquoi est-ce que c'est extrêmement important? C'est que, en fait, c'est le mouvement de ce point de focus que je vais lisser et ce sur quoi je vais travailler avec mes caméras. En fait, la vraie data la plus importante, c'est un vecteur qui donne la direction depuis le point de focus vers la caméra et une distance pour positionner la caméra sur cette direction. Et donc, en fait, le mouvement de la caméra va être le mouvement du point de focus. Donc, c'était le truc le plus important à lisser. Alors là, j'ai essayé des tonnes de trucs, des tonnes de calculs maison dans tous les sens pour avoir un beau mouvement et il y avait toujours des trucs qui n'allaient pas. Et au final, il y a quelque chose qui est merveilleux et que tout le monde ne connaît pas forcément. C'est la méthode Smooth Dump qui est dans la librairie Matef et il y a des équivalents dans tous les langages. Et voilà, et ça, c'est une méthode qui permet d'avoir un mouvement lisse vers une cible avec conservation de l'accélération et sans dépassement. Ouais, c'est Voilà, le petit point jaune qu'on voit du coup, la façon dont il se déplace derrière. Ok. voilà, absolument. Donc, mais ça, voilà, c'est basé sur la position du personnage et sa vitesse. Il y a une petite zone de tolérance. On voit que quand le personnage s'arrête, il y a un moment où le point de focus devient inactif. C'est quand il devient transparent. Et à partir de là, le joueur peut se déplacer légèrement autour. Ça ne va pas le réactiver parce qu'on considère qu'il est toujours suffisamment proche du centre de l'écran. Donc ça, ça a pour ambition d'éviter des mouvements inutiles à la caméra. En fait, on n'a pas envie qu'elle bouge à chaque micro-input du joueur. Et le dernier truc sur le point de focus, c'est l'adaptation au contexte. Donc, toujours dans l'optique de montrer au joueur ce qu'il a envie de voir. Là, par exemple, quand on fait des câlins à cette adorable Salamache, on voit que le point de focus se déplace un petit peu entre les deux. Bon, après, l'angle de caméra que j'ai choisi pour illustrer ça n'est pas terrible puisque c'est dans son dos. Mais... Ouais, oui. Non, mais par contre, on voit bien que le focus du coup va se déplacer vers la cible plutôt que le voilà. joueur à ce moment-là.
Et comme autre exemple d'adaptation au contexte, c'est quand on fait des dérapages, c'est-à-dire donc on est en train de glisser et on se met à tourner encore plus vite sur le côté. Donc là, voilà, pareil, je vais décaler le point de focus un peu vers l'intérieur de la courbe afin de donner, de montrer au joueur en fait vraiment ce vers quoi il se dirige, plutôt que une vue qui n'a pas forcément d'intérêt par rapport à son mouvement actuel. Ok. Le deuxième truc, ah oui non, pardon. Je saute mes slides. Et voilà, et dernier point, c'est en coop, en fait, hein, vu qu'on peut avoir forcément qu'un seul point de focus pour la caméra, et bien, le point de focus de la caméra coop, c'est juste la moyenne du point de focus des deux personnages. Et du coup, quand on joue à deux, c'est sur le même écran, il n'y a jamais voilà, d'écran partagé, hein, c'est ça que tu disais. Voilà, là, en fait, la vue qu'on a en dessous, en bas, c'est ce qui se passe quand on joue à deux. Ok. Donc, en l'occurrence, c'est moi avec deux gamepads sur mes genoux en train d'essayer de manipuler les deux personnages. C'est marrant pour faire des tests. Le deuxième truc sur les éléments de base, c'est les rigs. Donc, les rigs, c'est les cercles jaunes qu'il y a sur la vidéo. Donc, un rig, c'est caractérisé par la hauteur par rapport au point de focus, le diamètre et l'angle de champ de vision, qu'on ne voit pas tellement sur la vidéo. Et donc, on va faire des setups de 3 rigs, en fait, pour donner une sorte de repère où la caméra va pouvoir se positionner par défaut. Et donc, on va interpoler entre les rigs en fonction de la hauteur de caméra qu'on veut. Et voilà, on ne veut pas forcément, par exemple, avoir le même angle de champ de vision selon qu'on est au ras du sol Ouais. ou au niveau du personnage. On le voit bien Donc sur là, la pareil. contre-plongée, là, que ça change. Voilà. Et après, en plus de ça, chaque caméra va avoir ses propres setups de 3 rigs. Donc là, par exemple, quand on passe de la caméra de marche... Ah oui, non, pardon, là, sur ce GIF, je suis en train de montrer l'interpolation. On peut choisir aussi la douceur. En général, une valeur, c'est un peu intermédiaire entre le truc, la douceur maximale et l'angle dur. Et donc là, c'est quand on passe de la marche à la glisse. Voilà, on voit que le setup de 3 rigs est complètement différent de l'un à l'autre. Et après, il y a même, au sein d'une même caméra, le setup on peut l'RP d'un setup à un autre. Là, la différence est subtile, c'est quand le joueur se met à ramasser du flow dans le jeu, en fait, il va un petit peu plus vite. Et du coup, il y a un petit changement au niveau des rigs de la caméra pour amplifier l'impression de vitesse. Ouais. Ouais, c'est le FOV, tu vas l'augmenter légèrement. Voilà. Alors, l'update d'une caméra active. Donc, d'abord, il y a une phase de pré-process. Donc là, c'est le moment où on va préparer certaines valeurs, par exemple la position du point de focus à partir des deux personnages quand on est en coop, le traitement des inputs pour le contrôle manuel ou encore en glisse, on analyse quelques valeurs pour y accéder plus facilement au calcul d'après. Ensuite, on va appliquer des critères. Donc, on récupère d'abord la nouvelle position du point de focus, le personnage ayant potentiellement bougé pendant la frame. On en déduit la nouvelle position de la caméra si elle faisait que suivre le personnage, qu'il n'y avait pas de règle pour la faire bouger automatiquement. Et sur cette nouvelle position, c'est là qu'on va appliquer tous les critères que je vais présenter plus en détail par la suite. À partir de ça, on obtient une nouvelle direction depuis le point de focus vers la caméra. Ça permet de calculer la distance qu'on veut pour se positionner sur cette direction. On en déduit la position finale de la caméra pour la frames. Et à partir de là, en fait, on va à chaque frame orienter automatiquement la caméra toujours vers le point de focus. Donc en fait, moi, ce que je gère uniquement, c'est la position de la caméra. Et l'orientation, c'est systématiquement vers le point de focus. Donc les critères d'orientation, c'est une série de tests qui visent à déterminer la meilleure solution de positionnement pour la caméra. Donc les principaux paramètres sur lesquels ça va influer, c'est la hauteur sur le setup de 3 rigs, la rotation autour de l'axe Y et la distance par rapport au point de focus. Et la façon dont ça va agir dessus, c'est que ça va modifier en fait les vitesses plutôt que de modifier directement les valeurs. Donc la vitesse angulaire, la vitesse de changement de la hauteur de rig. Et l'objectif pour ça, en fait, c'est de pouvoir lisser non seulement le mouvement et la vitesse, mais aussi l'accélération, toujours pour avoir le mouvement le plus lisse possible. Donc même au niveau de l'accélération, on va toujours essayer d'avoir des changements les plus progressifs possibles. Également, un point à signaler, c'est que les calculs, donc je les effectue sur la hauteur de la caméra sur les rigs et non sur l'angle autour de l'axe X lui-même. Ça marche mieux en fait avec le système de rig, mais c'est pas toujours forcément naturel. Ça demande
de convertir régulièrement la hauteur de rig en un angle par rapport à l'axe X. Quand je dis l'axe X, voilà, c'est le pitch de la caméra, c'est ce qui tourne autour du vecteur droite de la caméra. J'espère que c'est compréhensible. Je vais faire croire que j'ai tout compris, moi, bien sûr. Vous me poserez des questions à la fin. Bien sûr. Et donc voilà, donc ces critères, ils sont listés, ils sont classés par priorité. Et donc on va les regarder les uns après les autres. Et chaque critère, en fait, va établir, en fonction des circonstances, son importance et son impact. Donc il y en a certains parfois qui vont simplement passer leur tour. Il y en a d'autres qui vont dire, OK, là c'est my time to shine. Ils vont tout faire. Ils vont dire aux autres critères, vous c'est bon, vous n'avez plus rien à regarder, j'ai tout fait. Ou ça peut être entre les deux, ils vont un petit peu impacter, et ils vont dire au suivant, OK, vous pouvez bosser sur la position de la caméra, mais pas dépasser tel ou tel truc. Ok. Voilà, je vais aller plus en détail. Et le dernier truc, c'est que le calcul de ces critères, c'est séparé sur les axes X et Y. Je ne fais pas les deux en même temps, c'est vraiment l'un après l'autre. Donc le premier critère, c'est le contrôle manuel. Donc bon, c'est pas le plus compliqué à implémenter, mais je pense que c'est important d'avoir quand même quelque chose d'assez propre et agréable pour le joueur, parce que quand il s'en sert, c'est que il n'est pas content avec l'orientation automatique de la caméra, et donc on va essayer d'être gentil avec lui. Donc en général, quand ce critère est actif, il est exclusif, c'est-à-dire que les autres critères ne vont plus s'exprimer. C'est simplement le contrôle manuel qui va décider de la position de la caméra. Ok. Il va avoir une durée de validité. Donc si le joueur donne à la caméra une position, si il ne bouge pas, la caméra va rester à cet endroit-là, mais dès qu'il va se déplacer, on va mettre un timer en route, et au bout d'un certain temps, on va progressivement rendre le contrôle aux autres critères. On va se dire que c'est bon. Si le joueur se balade, c'est que et qu'il arrête de donner des inputs pour le contrôle manuel, ça ne le dérange pas qu'on reprenne avec les critères. Alors comment rendre ces trucs lisses? Donc déjà, il y a une courbe d'input. Donc par exemple, si le joueur bouge seulement le stick de la moitié de la course, on pourrait vouloir faire bouger la caméra à la moitié de la vitesse max, mais en fait, c'est trop. En général, s'il bouge à la moitié, ça veut dire qu'il veut la faire bouger très doucement. Donc en général, on va simplement mettre au carré l'input normalisé. Et voilà, ça va permettre au joueur d'avoir un contrôle beaucoup plus fin sur la vitesse de la caméra. De l'accélération et de la décélération en début et en fin de mouvement. Donc là, pareil, c'est un équilibre un petit peu subtil. Il faut qu'il y en ait un petit peu pour pas que ça fasse des à-coups désagréables. Mais dès qu'il y en a un petit peu trop, ça donne l'impression que la caméra lag, c'est désagréable. Mais bon, ça, il n'y a pas à s'en soucier en tant que programmeur. On met une variable dans les paramètres à tweaker et on donne ça aux gens du design. Une petite damper zone pour la hauteur de rig, quand on arrive en haut et en bas, que ça ralentisse automatiquement au lieu de bloquer brutalement sur les rigs inférieurs et supérieurs. Et puis des petites options d'accessibilité, pouvoir inverser le stick, pouvoir régler la sensibilité à la souris, au gamepad, tout ça. Le deuxième critère, c'est l'orientation forcée. Donc ça, c'est un critère qui est actif seulement suivant certaines conditions de gameplay en général. Donc là, par exemple, sur la vidéo, on voit en glisse. En glisse, c'est le seul critère qui va impacter sur la rotation autour de l'axe Y. Comme je vous disais, en glisse, c'est un peu comme un jeu de course. Et donc, un jeu de course, on veut que la caméra soit derrière la voiture. Et pareil, elle doit montrer quelque chose d'assez précis. Donc, et aussi, elle doit pas donner envie aux joueurs de vomir. Donc, si le joueur, par exemple, fait des tout petits zigzags, la caméra va les ignorer. Elle va rester à peu près droite. Par contre, elle essaie de détecter le seuil à partir duquel elle va dire « Ok, là, le joueur est vraiment en train de tourner ». Et à ce moment-là, elle va devoir rattraper le retard qu'elle a eu, mais toujours avec le mouvement le plus doux possible. Et une fois que le joueur va s'arrêter de tourner, elle va se réadapter en douceur derrière lui. Et donc, pareil, voilà, c'est un critère qui, quand il est actif, il va désactiver tous les autres qui viennent après. Ok. On a ajouté aussi, d'ailleurs, sur la glisse de base, le contrôle manuel était désactivé. Comme il y a des joueurs qui le demandaient, on a remis une option qui permet de le faire. Et pour moi, personnellement, je ne l'utilise pas, mais si les joueurs veulent l'utiliser. D'accord, oui, mais et dans ce cas-là, si les joueurs l'activent, c'est à l'instant où ils commencent à mettre un input, ça devient le critère de la caméra manuelle, quoi. Absolument, voilà. L'orientation forcée n'a plus d'impact.
Et voilà, et le souci que ça peut poser, c'est que quand on est en drift, on a des inputs qui sont dans le référentiel de la caméra, en fait, comme un jeu de course. Dans un jeu Oui. de course, quand on donne un input vers la gauche, la voiture va aller vers la gauche par rapport à la caméra. Et du coup, quand la caméra n'est plus derrière la voiture, un input à gauche, on ne sait pas exactement à quoi ça va correspondre. Oui. Le troisième critère, c'est les obstacles. Donc, le but étant d'éviter d'avoir des obstacles qui viennent se mettre entre la caméra et le joueur. Donc, ça va être des raycasts qui vont aller donc depuis le point de focus vers la caméra et pas l'inverse comme ça pourrait paraître naturel. Donc, on va balayer l'espace comme on le voit sur la vidéo. Donc là, sur la vidéo, c'est sur le plan horizontal, mais il y aura une autre vidéo sur le plan vertical. On balaye l'espace en suivant une liste d'angles et on alterne les angles alternés pour éviter de faire trop de raycasts par frame. Tous les résultats sont stockés d'une frame sur l'autre pour pouvoir continuer à les comparer et à travailler dessus à chaque frame. Donc évidemment, il ne faut pas que le cycle s'étale sur trop de frames parce que sinon les résultats les plus vieux auront plus vraiment de sens. Et alors on balaye un angle assez grand. Là, ce qu'on voit sur la vidéo, c'est qu'au début, la caméra ne bouge pas encore alors que les raycasts les plus extérieurs sont déjà en train de rencontrer des obstacles. C'est parce qu'il n'y a que les raycasts intérieurs qui vont faire que ce critère va faire tourner la caméra. C'est-à-dire quand la caméra est vraiment sur le point d'avoir un obstacle qui va s'incruster entre le joueur et elle. Et les raycasts les plus extérieurs, en fait, vont juste servir aux critères suivants pour leur dire « fais pas bouger la caméra plus par là. Pour l'instant, elle est bien, mais si tu l'entraînes plus de ce côté-là, il y aura un obstacle, ça va pas le faire. » C'est un peu genre caméra de recul de la voiture. Tu vois, elle se met à biper quand c'est trop tard, mais elle te prévient, attention, c'est pas encore le cas. Voilà, j'essaye de Ouais. vulgariser pour que je comprenne moi-même. Non, mais mais c'est non, un peu mais ça, oui. c'est. Je vois bien le délire. Et donc, en fonction de la proximité de l'obstacle, donc en fonction de quel raycast va rencontrer un obstacle, on va devoir faire bouger la caméra plus ou moins vite. Donc, si l'obstacle surgit soudainement vraiment proche du centre, la caméra va devoir se déplacer très vite. Là, sur un mouvement assez lent de marche, comme ce qu'on a sur le GIF, la caméra a tout le temps de s'écarter, donc elle peut avoir un mouvement doux et agréable. Et après, ça, voilà, c'est encore quelque chose qui est un peu difficile à équilibrer parfaitement entre s'éloigner suffisamment vite pour ne pas avoir d'obstacles et ne pas prendre trop de vitesse, parce que si on prend trop de vitesse, eh bien, on va dépasser en fait le point. Et donc, par exemple, sur les raycasts verticaux, si la caméra monte trop parce qu'il y a eu un obstacle qui est arrivé en bas vite, et bien après, elle va avoir envie de redescendre parce qu'il y aura plus d'obstacles en bas, ça va faire un effet de yo-yo désagréable. Voilà, ça, c'est le genre de truc, et bien, c'est essentiellement des réglages. Trouver la bonne quantité d'angle, trouver les bonnes accélérations, les bonnes vitesses maximales qu'on va vouloir laisser avoir à la caméra. Donc voilà, il y a aussi certains jeux, comme par exemple de journée, qui vont taguer des colliders comme non-obstacle pour la caméra. Comme par exemple, s'il y a des colonnes qui sont très fines et que le joueur passe derrière, on n'a pas envie que la caméra s'affole pour tourner autour de la colonne. C'est pas grave que le joueur soit derrière, il va ressortir de l'autre côté immédiatement. Dans Haven, la question ne se pose pas tellement parce qu'en fait, on n'a pas de tout petits obstacles, on a essentiellement des gros obstacles. Et donc voilà, ces trois premiers critères, c'est les critères un peu durs, ceux qui peuvent prendre la priorité totale sur l'orientation de la caméra parce qu'ils évitent des situations qu'on veut vraiment éviter. Et les critères suivants sont un peu plus doux. C'est pas forcément grave si on n'arrive pas jusqu'à eux. Et même quand ils sont actifs, ils peuvent laisser les suivants prendre un peu le contrôle. Donc le quatrième, c'est la pente. Donc ça, c'est un critère de confort qui vise encore une fois à montrer aux joueurs ce vers quoi ils se dirigent. Donc c'est sur l'axe X uniquement. C'est très simple, c'est des raycasts verticaux qu'on fait en avant du joueur pour déterminer la pente de la caméra. Donc, quand on est en montée, on veut rapprocher la caméra du sol pour éviter d'avoir juste le sol en gros plan. Et quand on est en descente, on va avoir la caméra plus haut pour montrer le sol devant le joueur qui sache où est-ce qu'il va marcher. Donc là, il faut traiter aussi, encore une fois, les résultats, évidemment, pour éviter les mouvements brusques ou qui varient trop. Donc, s'il y a un sol avec des petites bosses, des petits creux, on va considérer que ce sera un zone plat, ce sera un sol plat, pardon, en moyenne. On va donner en fait un poids à chaque résultat pour avoir une moyenne pondérée. On va clamper les résultats pour pas non plus, je veux dire, il n'y a pas de différence entre une pente à 30 degrés et une pente à 60 degrés parce que les trois rigs, de toute façon, contraignent la caméra à une certaine hauteur.
Et on va aussi ignorer si c'est une pente très faible, on va considérer que c'est plat. On fait des tests sur les surfaces navigables uniquement. Donc là, par exemple, quand on arrive au bord de la falaise, on voit que les tests, quand ils ne trouvent plus de résultats à une hauteur convenable, ils s'annulent parce qu'on ne veut pas, quand le joueur arrive au bord d'une falaise, lui montrer le bas de la falaise. On veut qu'il puisse regarder à l'horizon. Et voilà. Et donc, par exemple, le critère précédent, les obstacles, ça peut empêcher la pente d'agir. Si on est au creux d'une petite vallée, par exemple, et que donc c'est une montée devant le joueur, et bien, la caméra va pas pour autant aller jusqu'au sol pour montrer la montée parce que derrière lui, il y a une autre montée qui empêche la caméra de descendre. Et ça va être plus important d'essayer de conserver la caméra à une distance raisonnable du joueur plutôt que de montrer la montée devant lui. Oui, d'accord. Donc le critère suivant, c'est un peu le pendant de la pente, mais autour de l'axe Y. C'est le suivi du mouvement. Donc là, c'est encore un critère de confort qui vise encore à montrer au joueur ce vers quoi il se dirige. Donc il s'agit tout simplement d'aligner la caméra avec la direction de déplacement du point de focus, donc de façon douce et naturelle. C'est un peu comme si la caméra le regardait passer en fait. Et donc voilà, on ne veut pas que la caméra se précipite derrière le personnage, mais on ne veut pas non plus qu'elle reste figée alors que le personnage est en train d'avancer vers elle. Hmm. Et un truc à noter, c'est que ça, on l'accentue, on renforce un peu le paramètre sur Switch quand on est en mode Joy-Con horizontal, parce qu'à ce moment-là, le joueur n'a pas de stick droit pour contrôler manuellement la caméra. Et ce critère est un critère qui va essayer de remplacer un peu, de prévoir ce que le joueur pourrait vouloir. Et oui, parce que du coup, oui, d'accord, c'est parce qu'en fait, on peut jouer donc en coop avec chacun un Joy-Con, et dans ce cas-là, c'est contrôle automatique de la caméra, quoi. C'est elle Voilà, qui c'est doit ça. se substituer au joueur. Ok. Et le dernier critère, eh bien, c'est les valeurs par défaut. Donc, quand il n'y a aucun des autres critères qui a eu des choses à faire, qu'ils sont tous en mode tout va bien de mon côté, on va ramener la caméra sur le rig central, on va arrêter sa rotation autour de l'axe Y. Et voilà. Une fois que tous les critères sont passés, on a donc l'ajustement de la distance. Donc par défaut, on a une distance qui est définie par le setup des trois rigs qui est réglé, qui est utilisé actuellement par la caméra. Donc quand on en arrive à l'ajustement de la distance, on a obtenu la nouvelle direction du point de focus vers la caméra. Ça, on l'a calculé donc à partir de la nouvelle vitesse de hauteur de rig et la vitesse angulaire autour de l'axe Y. On sait donc la ligne sur laquelle va se trouver la caméra par rapport au point de focus. On sait à quelle distance la caméra se trouvait à la frame précédente et à quelle vitesse elle s'éloignait ou se rapprochait. Et on va voir sur cette frame qu'est-ce qu'il est intéressant de faire avec cette distance. Donc elle aussi, pour la distance, on a une petite liste de critères qui sont plus simples que pour la position. Donc, une fois qu'on a la valeur par défaut du rig, on va regarder si on a des cibles secondaires qu'on voudrait inclure dans le champ de vision. Donc, c'est le cas, par exemple, lorsqu'on se fait poursuivre par une créature. C'est le cas aussi, en fait, en coop pour les deux personnages. Ils deviennent chacun une cible secondaire. Et donc, ça va permettre de calculer avec un petit peu de magie trigonométrique la distance minimale à laquelle on aimerait que la caméra soit pour avoir toutes ces cibles secondaires dans le champ de vision. Le problème, c'est que on n'a pas envie que la vue de la caméra soit obstruée par un obstacle qui se place entre le point de focus et ses cibles secondaires. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ensuite calculer la distance maximale, donc qui va être a priori plus petite ou égale à la distance minimale pour éviter la vue obstruée. Donc ça va être encore une fois du recast depuis le point de focus vers la caméra, puisqu'on a déjà la direction qui a été calculée par les critères de position. Et alors, ces recasts, on va en faire un sur cette ligne et on va en faire aussi quelques-uns sur des angles proches, verticaux, horizontaux, pour en fait voir arriver des obstacles qu'il y aurait sur les côtés. Par exemple, en contrôle manuel, si le joueur est en train de diriger vers la caméra vers un obstacle à fond, eh bien, ça va permettre de prévoir l'arrivée d'un obstacle et de commencer à rapprocher la caméra avant de se retrouver dans l'obstacle. Donc là, par exemple, c'est le cas sur le sol. Oui. Alors, ça reste un poil brutal, mais c'est quand même toujours lisse au final. Et puis ça évite que la caméra finisse dans le décor, tout simplement, quoi. Voilà, c'est ce qu'on essaie. Bah oui. Et là encore, ben, je reparle de mon smooth damp qui, je pense que c'est probablement ma fonction préférée. Voilà. Elle est fantastique et je m'en sers aussi ben, pour avoir une distance qui va être lisse.
Et alors, bon, c'est une fonction aussi un des paramètres, c'est en fait la durée qu'on veut avoir pour que le mouvement soit lissé pour atteindre sa cible. Et bien, un truc qui n'est pas évident, c'est de trouver les bonnes durées en fonction des circonstances, puisque par exemple, lorsqu'on a un obstacle qui est en train de s'incruster dans le champ de vision, on veut que la caméra s'adapte très vite pour pas qu'elle ait le temps de passer derrière. Alors que quand c'est juste, il y avait un obstacle, la caméra était proche et il n'y en a plus, elle peut reculer. Là, elle peut aller plus doucement. Donc, on peut donner une durée un petit peu plus longue pour que le mouvement soit plus agréable. Ok. Donc, j'ai fait une petite slide de résumé de tous ces critères. Donc, dans l'orientation, on a le contrôle manuel, l'orientation forcée, les obstacles, donc les obstacles sur le côté et en vertical, la pente et le suivi de mouvement et l'orientation par défaut. Et sur la distance, on a les cibles secondaires, l'obstruction de la vue et la distance par défaut. Donc dans Haven, en gros, les types de caméras qu'on a, on a la caméra donc, de marche, la caméra de marche en coop qui fonctionne quasiment pareil, sauf que eh bien, elle a ses deux cibles secondaires. Je vais en reparler un petit peu tout à l'heure. La caméra de glisse, donc ça, c'est les trois caméras principales. Sachant que quand on est en coop et qu'on glisse, en fait, le joueur qui a commencé à glisser va devenir le joueur qui va guider le mouvement. Et donc, en fait, on va utiliser la même caméra de glisse en coop ou en solo. Simplement, c'est le setup de 3X qui va être un peu différent quand on est en coop. Ça va se reculer un petit peu plus pour laisser plus de liberté de mouvement au joueur qui est en train de suivre son compagnon. Ok. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? C'est bon. Ensuite, on a une autre caméra, c'est la caméra contrôlée par animation. Donc, c'est celle, là, on en a un exemple sur la vidéo. Donc, quand on fait un demi-tour en glisse, eh bien, c'est en fait le mouvement de la caméra, c'est une animation prédéfinie. Donc là, ben, c'est tout simple. On a un animator sur chaque MC, sur chaque personnage et potentiellement d'autres endroits, avec dedans un game object qui va donc être déplacé par l'animation. Donc quand on voit que le personnage commence à faire son demi-tour, on lance l'animation. Il y a une transition de caméra vers la position de ce game object qui est animé. Et quand on voit que c'est bientôt fini, on refait une transition vers la caméra de glisse. Ouais. Et ça prend aussi en compte les paramètres d'obstacles, de pente, ce genre de choses. Et alors J'anticipe un peu. quand c'est contrôlé par animation, non. Il n'y a que la distance qui va être calculée pour éviter toujours d'avoir la caméra à l'intérieur d'un obstacle. Mais par contre, on ne prend plus en compte les autres critères parce que là, on a vraiment envie que la caméra suive l'animation. Ok. Et alors, on a aussi un truc qui est sympa, c'est que tous ces critères-là, on s'en sert par exemple sur une autre caméra qui est très simple. C'est une caméra de focus IGS. Donc, IGS, c'est In-Game Sequence, c'est-à-dire quand on a une séquence qui conserve les modèles de jeu normal, mais le joueur ne les contrôle plus à ce moment-là. Donc là, par exemple, c'est pour avoir un joli plan de ce salamache. Et ce qui est sympa, c'est que par exemple, si ce salamache était au milieu d'une pente et qu'on ne sait pas par quel côté le joueur va arriver, et bien quand cette caméra va se mettre en route, les critères de pente et tout ça vont se mettre en route aussi et vont pouvoir adapter la position de la caméra à la pente. Ok, bah oui. Et donc, le dernier point sur le système de caméra, c'est les transitions entre les caméras. Donc ça, c'est la raison pour laquelle j'ai dû me passer d'un plugin qu'on utilisait, qui est un plugin très bien par Unity qui s'appelle Cinemachine, qui est très puissant pour les caméras. Et donc, à la base, chaque type de caméra, c'était une caméra Cinemachine. Sauf que finalement, au niveau des transitions, il y a quelques soucis dont je vais parler vite fait tout à l'heure. Et du coup, maintenant, j'ai dû passer par mon propre système, mon propre manager qui va gérer son pool de références de caméras. Et j'ai une seule caméra Cinemachine que je positionne en fonction de toutes mes caméras custom. Donc, quand on active une caméra, donc par exemple, si le joueur passe de la marche à la glisse, on va lui attribuer immédiatement une nouvelle caméra ref. Donc, c'est un game object qui est invisible et qui va simplement servir de référence pour la position de la caméra. On va récupérer la durée du blend pour la transition entre les deux types de caméras. Donc, ce n'est pas forcément toujours la même. Par exemple, quand c'est une caméra qui est contrôlée par animation comme le demi-tour, on va faire une transition beaucoup plus rapide que lorsque le joueur s'arrête de glisser pour revenir à la caméra de marche. Et donc, pendant le blend, en fait, c'est ce qu'on voit sur la vidéo. On continue d'updater
la caméra qu'on vient de quitter. Donc là, sur la vidéo, je ne sais pas si on voit mon curseur ou pas sur Si, l'écran. si, ouais, on le voit bien. Ok, et bien voilà, on voit les différentes caméras. On a d'abord la caméra de marche qui est active initialement. Là, la caméra jaune ici, c'est celle de glisse qui se met. Et là, il y a la nouvelle caméra jaune, c'est celle de marche qui revient en route. Mais on voit que ici, la première de marche existait encore. Parce que sinon, si on la supprime immédiatement, ça va faire des problèmes au niveau du blend, puisqu'il est en train d'essayer de calculer sa position par rapport à la position de toutes les caméras qui le constituent. Et ça ferait un mouvement trop brusque en fait, quoi, Et concrètement. c'est pas seulement un mouvement trop brusque, c'est que ça fait carrément des coupures en Ah fait. oui, d'accord. Et en fait, ça, c'est le problème justement de Cinemachine. C'est que si dans Cinemachine, je commence un blend alors qu'il y en a un qui était déjà actif, et bien cette caméra qui était ici, elle aurait immédiatement été téléportée ici. Et donc, en fait, on aurait eu un blend actif sur une caméra qui est téléportée. Donc, forcément, le résultat du blend aurait eu une petite téléportation D'accord. lui aussi. Un autre truc important sur l'activation des caméras, c'est de calculer la position à laquelle va se trouver une caméra à son activation. Donc la plupart du temps, le critère principal pour cette position, c'est simplement l'économie de mouvement. Donc on va choisir une position qui va permettre de conserver la direction actuelle depuis le point de focus jusqu'à la caméra. Le truc, c'est que des fois, ça peut vouloir dire que la caméra va se retrouver coincée, par exemple, entre une falaise et son point de focus, si la distance, si l'orientation était telle. Donc, dans ces cas-là, on va regarder en fait un petit peu autour d'autres directions pour voir s'il y en a une qui est libre, et on va plutôt choisir celle qui est libre. Il y a le cas particulier aussi de la glisse. On voit donc quand le personnage se met à glisser, on ne garde pas du tout la même orientation. Et ça, c'est ce que je racontais tout à l'heure sur le fait que la caméra de glisse doit toujours être dans le dos du personnage. Quand elle est activée, elle est immédiatement activée dans le dos du personnage. Et ensuite, enfin, au niveau de l'algorithme même pour calculer la position pendant les blends, et bien là aussi, j'ai testé pas mal de trucs. Et en fait, ce qui marche le mieux finalement, c'est un SLERP, Spherical LERP. Je ne sais plus ce que veut dire LERP. C'est de l'interpolation. Et c'est constitué tout simplement d'une interpolation sur chaque axe de rotation et une interpolation de la position. Et finalement, c'est ça qui donnait les meilleurs résultats parmi tout ce que j'ai essayé. Donc voilà, juste avant de finir, une petite digression sur la coop. Donc la coop, on a 2 points d'intérêt, mais un seul point de focus, comme je le disais. Et donc ça fait quelques trucs particuliers. Au niveau des critères, en fait, on a certains critères qu'on va appliquer sur le point de focus, c'est-à-dire la moyenne des 2 points de focus des personnages. Donc c'est le cas par exemple du suivi du mouvement. La vitesse de ce point de focus, en fait, ça va être la vitesse moyenne des 2 personnages, et c'est ce dont on va se servir pour faire tourner la caméra, pour l'aligner avec leur mouvement. Et il y a d'autres critères qui vont s'appliquer aux 2 personnages indépendamment, en fait, au lieu de s'appliquer au point de focus. Donc là, sur la vidéo, ce qu'on voit, c'est le cas de l'obstacle de côté. Donc on voit que Yu, elle est sur le point de passer derrière une montagne, alors que Kei, lui, il est parfaitement en évidence, mais la caméra va tourner pour essayer de conserver les 2 personnages sans qu'il y ait d'obstacle entre eux. Ouais. Ce qui se passe juste après, c'est du contrôle manuel. Et en fait, là, voilà, ça illustre une autre particularité de la coop, c'est que parfois, on se retrouve avec certaines situations qui sont irréconciliables. C'est-à-dire que quand je fais passer la caméra de l'autre côté de la montagne et qu'on ne voit plus Kei, ça, c'est une situation qu'on ne veut pas avoir en jeu. On veut que les 2 personnages soient visibles, mais on ne peut pas empêcher le joueur d'emmener la caméra à cet endroit-là. Donc quand ça arrive, on désactive temporairement en fait la coop. Donc ça va revenir sur le personnage qui est contrôlé par le joueur lead. Sur le GIF, là, c'est Kei, ça pourrait être Yu. Et le deuxième personnage va être contrôlé par l'intelligence artificielle et le rejoindre. Et dès qu'on a les 2 personnages qui sont de nouveau dans le champ de vision de la caméra, on réactive la coop normale. Et un autre truc aussi qui est illustré sur cette vidéo, c'est la position d'activation de la caméra quand ça revient sur Kei. Voilà, au lieu de garder la même orientation et de se retrouver collé à la falaise contre Kei, ça fait un petit angle à 90 pour avoir un champ de vision dégagé.
C'est bien, ça répond à Et, la question de la distance, parce que forcément on se pose tout de suite la question, mais si on est en coop sur le même écran, qu'est-ce qui se passe quand on s'éloigne trop? Bah voilà. Là vous eh bien, reprenez la main. il y a une distance max, il me semble que c'est encore activé aussi, mais elle est assez grande. Mais bon, on a peu d'intérêt globalement à s'éloigner trop. C'est quand même un jeu sur deux amoureux qu'on fuit ensemble pour pouvoir rester ensemble sur une planète déserte, Ouais, ouais. Oui, bon si là c'est c'est pour sûr que aller dans l'exemple chacun. avec la petite montagne en plein milieu, c'est très spécifique, quoi. Et donc voilà, si des gens doivent travailler sur des caméras, je vous recommande très fortement ce talk qui m'a été d'une aide inouïe. Donc 50 erreurs de caméras de jeux vidéo sur la chaîne de la GDC. C'est une mine d'informations. C'est super. Et voilà, donc merci d'avoir suivi le talk. Donc si vous avez des questions, ça va être le moment. Moi, comme je disais, c'était ma première expérience sur les 3C pour Haven et c'est vraiment un domaine super riche avec plein de trucs intéressants et plein de challenges. Et je prends beaucoup de plaisir dessus. Et voilà. Et bah franchement, très, très passionnant. Je vais juste te demander, du coup, comme j'ai pas la main sur la conférence Zoom, si tu peux quitter le partage d'écran. Yes. Comme ça on repasse en mode galerie classique. Et vraiment très très cool ce que tu vois. Moi, c'est un domaine effectivement où j'ai pas du tout les compétences techniques, mais c'était expliqué de manière suffisamment vulgarisée pour que je comprenne ce qui se passe. Donc merci, merci pour cet effort-là, parce que ça donne vraiment une bonne idée du travail en fait qu'on se rend pas du tout compte en fait en arrière-plan, la quantité de choses que vous êtes en train de vérifier en permanence. C'est assez ouf, hein. Et je vois pas mal de gens qui, voilà, je sais pas si tu as le chat sous les yeux, mais les gens sont effectivement bluffés également. Et on a quelques questions, donc je vais me permettre de te les poser directement. Ah bah voilà, la première question c'était justement par rapport à la coop. Qu'est-ce qui se passe du coup quand l'éloignement est trop grand? Alors attends, je vais la lire exactement. En coop, la caméra est souvent compliquée, d'autant plus sur un seul écran. Quelle solution as-tu privilégié pour gérer l'éloignement des personnages et pourquoi? Donc c'est ce que tu disais, au bout d'un moment, la caméra revient dans les mains du jeu. Il y a ça. Et après, il y a aussi, comme je disais, une distance maximale entre les deux persos. Ils peuvent pas s'éloigner de plus de tant de mètres, qui est quand même assez grande. Mais de toute façon, la question se pose en fait pas tant que ça au final, parce que c'est un jeu où la glisse est vachement importante. On va pas faire tout le jeu en marchant parce que les personnages marchent lentement. Ce qui est voulu, c'est fait pour qu'ils se déplacent en glissant. C'est les sensations qu'on veut donner aux joueurs dans le jeu. Et comme je disais, en glisse, il y a un personnage qui devient le lead et l'autre personnage, alors le deuxième joueur continue d'avoir le contrôle dessus. Il peut se balader à gauche, à droite, reculer, avancer, mais il est derrière le personnage qui guide. Hmm. Donc en fait, les joueurs peuvent pas vraiment s'éloigner au-delà d'une certaine distance dès lors qu'ils se mettent à glisser. Oui, puis de toute façon, comme tu disais, le but du jeu, comme c'est d'être ensemble, implicitement, vous allez donner envie aux joueurs de ne jamais trop s'éloigner. En fait, ce serait même presque un échec si c'était pas le cas, en fait, j'imagine. Donc, Ouais, ok. Alors, la question assez classique, mais est-ce qu'il y aura un mode photo qui est prévu, et si oui, comment as-tu travaillé la caméra? je ne se prononce pas, je ne sais pas. D'accord, bon, pas de souci. Alors, il y avait une question sur les contrôles à la souris. Est-ce qu'une accélération et une décélération de la caméra a aussi été étudiée? Il me semble que tu l'avais abordé rapidement en début de talk. Si tu veux peut-être un peu plus détailler. Alors ouais, j'ai mis aussi une accélération et une décélération sur la souris, mais effectivement, elle est plus faible. On a dû faire des réglages différents pour le gamepad et la souris parce que ouais, dès que c'est un tout petit peu trop, ça donne vraiment cette sensation de lag. Donc le but, c'est vraiment la décélération en fait se fait sur quelques frames à peine. Ça fait une différence qui est vraiment subtile, mais moi personnellement, je trouve que ça se sent quand même. Donc ouais, il y a aussi sur la souris, mais plus faible qu'au gamepad. Et ça, c'est des choses qu'on peut voir en playtest, j'imagine. C'est au bout d'un moment, c'est voilà, on va regarder les gens, essayer d'avoir leur retour pour voir si ça marche pas, ou s'il y a des gens qui trouvent qu'il y a quelque chose qui va pas. Moi, personnellement, je suis pas trop les playtests. Ma Ouais, façon non, de non, suivre les playtests, c'est de voir les tickets surgir avec les tâches à faire sur ce que les joueurs ont remonté. d'accord.
Pas de souci. Alors, une question bon, d'ordre un peu plus général, mais combien de temps pour arriver au résultat final? Je pense que c'est l'ensemble de toutes les règles et de systèmes que tu as mis en place pour la caméra. Combien d'itérations pour en arriver à ce point-là? Et à quel point le design initial était détaillé ou alors au niveau? Alors, pas mal de temps, enfin, c'est très relatif évidemment comme réponse. Ça s'est pas fait en une seule fois. Ma première grosse passe sur les caméras, je pense, ça a dû durer à peu près une semaine et demie, 2 semaines. Mhm. Et après, il y a eu pas mal de fois où j'y suis retourné, soit pour rajouter un critère, soit pour essayer d'améliorer un petit peu l'interaction entre certains critères ou pour essayer de policher certains aspects. Et du coup, au final, j'ai dû y passer peut-être 3, 4 semaines à temps plein, très approximativement. Et alors, le pitch initial était en fait très peu détaillé. On m'a dit de faire une caméra Fais une mais caméra. ça en fait c'est un truc qui est globalement bien chez les game makers, c'est un peu la confiance, on fait les choses, voilà. Enfin c'était assez peu détaillé. Après c'est moi qui suis allé me renseigner vachement, entre autres, sur la vidéo que je vous ai montrée qui est donc une mine d'informations et je suis allé chercher un petit peu tout ce qui se faisait, tout ce qui était, tous les trucs auxquels il fallait penser et après bon, bah, évidemment, j'ai eu, les retours, sur les trucs à corriger et voilà. J'avais une question, moi, du coup. Les décors, tu le disais, dans Haven, sont souvent très. C'est des étendues assez vides, il n'y a pas forcément des tonnes d'obstacles, on n'est pas au milieu d'une forêt. C'est quoi qui a influencé l'autre par rapport à la caméra? Parce que l'idée, c'était de donner cette sensation de glisse. C'était une volonté dès le départ d'avoir ce genre de feeling-là. Et du coup, ça a influencé ton choix dans la caméra? Alors, non, c'est plutôt le gameplay, je pense, qui a influencé, ces décors. On a eu des arbres pendant une période quand il y a un sacré bail et c'est vrai que ça marchait différemment. Le bon côté des choses, c'est qu'on avait encore, des arbres ou certains tunnels vraiment étroits quand je travaillais sur la caméra et donc ça m'avait permis de vraiment tester, mes trucs d'évitement d'obstacles dans des circonstances, particulièrement difficiles. Mais c'est vrai que maintenant, c'est un peu plus ouvert quand même. C'est moins ouvert, je pense, que dans une journée ou des jeux comme ça, mais ouais, globalement, c'est pas les circonstances les plus difficiles qu'on pourrait rencontrer pour une caméra. D'accord. Alors, on a une question un peu plus technique. Est-ce que c'est coûteux au niveau FPS, CPU, GPU pour le jeu d'avoir un système de caméra comme celui-ci, avec les rigs, etc. Alors, beh, ce qui pourrait être le plus coûteux, a priori, c'est les raycasts, mais en l'occurrence, on n'a pas spécialement de problème de performance dessus. Sachant que, comme je le disais, moi, j'ai mis en place des systèmes pour éviter de faire tous les raycasts à toutes les frames. Hmm. En général, la plupart de mes critères qui ont besoin de beaucoup de raycasts, ça va s'étaler sur des cycles qui vont durer à peu près 3 frames. Donc, ça permet de diviser par 3 le nombre de raycasts à faire. Et à part ça, de toute façon, on update très rarement plus de 2, voire à la limite 3 caméras en même temps. Quand une caméra n'est pas active, qu'elle n'est pas dans un blend actif, elle est pas updatée. Ouais. Oui, c'est ça, c'était ce que tu montrais sur le coup, passer de la caméra de marche à la truc. Il faut qu'elle reste active un petit peu pour pas qu'il y ait de coupure, mais dès qu'on en a plus C'est ça. besoin, vous la virez, quoi. C'est ça. Ok. Parce que même si elle se contente de s'arrêter lorsque le blend commence, ça va se sentir quand même. Si elle était en train de bouger et que quand on démarre le blend vers une autre, la caméra dont on part fiche son mouvement, ça se sent au niveau du résultat du blend. Donc il faut qu'elle continue son mouvement naturellement pour avoir le mouvement, la transition lisse. Ok. Alors, bah, toujours un peu dans la même idée, est-ce que tu as rencontré des limites en termes de performance avec l'ensemble des événements gérés au niveau de la caméra, hors Recast? As-tu géré les critères avec un système spécifique, comme du Goal Oriented Action Planning par exemple, pour de l'IA? Voilà. Euh, Oui, moi ma réponse est aussi Camoulox, alors non, après, on n'a mais pas tu as eu de sûrement problème quelque de chose. performance, Ouais, mais alors je suis désolé, le goal truc oriented, ça me parle pas du tout. d'accord. Bon, pas de souci. Comment tu gères l'entrée dans le champ de vision du second personnage pour ne pas bloquer la vue? Est-ce qu'il y a une sorte de transparence lorsqu'il ou elle est trop proche? Alors Ça, non, c'est vrai que c'est un cas de figure qu'on n'a pas vu. actuellement, il y a pas de transparence et je pense pas qu'il y en aura. Et en fait, ça, c'est plutôt géré du côté de l'IA que j'ai faite aussi. Le personnage qui est contrôlé par l'IA va avoir tendance à se poser à côté
du personnage contrôlé par le joueur par rapport à l'orientation de la caméra. D'accord. Et dans le cas d'un jeu en coop, où c'est les deux joueurs, enfin deux joueurs qui contrôlent les deux persos, ça, même combat quoi. Ouais, parce que de toute façon, c'est pas. Enfin, c'est jamais remonté en tout cas que c'était grave s'il y avait un personnage qui était devant l'autre. A priori, je pense pas que ce soit spécialement gênant pour l'expérience. D'accord. Alors, est-ce que ce système avec des rigs pour les caméras, c'est quelque chose de standardisé dans l'industrie, j'imagine? Ça doit être ça le sous-entendu. Je pense que ça l'est, mais je pourrais pas le promettre parce que, voilà, en fait, il y a pas tant de, il y a des ressources sur Internet, mais c'est pas non plus. Enfin, je sais pas comment ils font chez Ubisoft, je sais pas. Oui, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire qu'avant de faire ça, t'avais pas encore fait de caméra en 3D. Non, j'en avais fait sur des petits projets très simples, quoi, mais j'avais jamais fait les 3C sur un vrai jeu Hmm. un peu plus ambitieux, on va dire. Eh ben, ça donne un super résultat en tout cas. Une autre question, en coop, si les personnages s'éloignent beaucoup, la caméra continue de reculer. Bon, ça on l'a vu un petit peu. Du coup, hop, on peut la passer. Là, du coup, on parle de placement de caméra, mais est-ce que vous avez également travaillé sur des questions d'optique? Donc le champ de vision, la profondeur de champ, les aberrations de chromatique, le vignettage, l'ouverture, ce genre de choses? Alors pas trop sur le gameplay normal, enfin, c'est-à-dire quand c'est juste mes caméras qui sont en train de contrôler leurs mouvements, il y a juste du FOV, du Field of View, Hmm. mais sinon, à ma connaissance, il n'y a pas trop de trucs comme ça. Après, il y en a dans certaines cinématiques, mais là, pour le coup, dans les cinématiques, c'est des caméras scriptées, donc, Oui. et là, c'est pas du tout moi qui le fais, c'est Anthony Bayer. Et le FOV, tu le disais, c'est plus lié à la vitesse de déplacement, pour donner voilà, cette impression de glisse et de vitesse, quoi. C'est pour ça que La ça va le faire vitesse changer. et aussi la hauteur de la caméra. D'accord. Ah oui, parce que sinon, elle va avoir un champ beaucoup trop large. Très bien. Et ben les questions s'enchaînent. Alors, j'ai Louis qui nous demande, au début de ta présentation, tu as montré que tu faisais plein de trucs très différents, de la menuiserie, du dev, de la musique, des shaders, etc. Quel point commun tu peux dégager entre toutes ces choses qui te permettent d'en sortir des résultats? Comment tu abordes les choses quand tu entreprends de travailler sur un truc nouveau? Voilà, question un peu perso. J'aime bien découvrir par moi-même, en fait. Enfin, moi, j'aime bien évidemment regarder des tutos qui vont m'éviter de perdre 5 heures à expérimenter un truc qui marche pas, mais je m'étais mis il n'y a pas longtemps à de la sculpture aussi sur une souche. Et en fait, je me suis lancé là-dedans avec un ciseau à bois et un maillet. Et Et d'ailleurs, j'ai appris plein de trucs en le faisant tout seul. le toit que tu as fait, qu'on voit derrière toi, c'est toi qui l'as fait, c'est ça? Absolument, oui. D'accord, Il donc faut que je le refasse. voilà, ça reste quand même une espèce de curiosité que tu vas avoir pour C'est un peu les deux, des ouais. nouveaux Mais c'est vrai domaines. que c'est sympa d'expérimenter par soi-même et de se rendre compte qu'on découvre des choses juste en essayant, en fait. Et ça t'est déjà arrivé, parce que j'imagine que c'était ça un peu la question corollaire, d'appliquer quelque chose que tu aurais appris dans un domaine sans aucun rapport à quelque chose que tu vas faire dans ton taf au quotidien, ou un truc de menuiserie que tu pourrais appliquer dans du jeu vidéo en 3D, je sais pas. Là, comme ça, je vois pas, j'avoue. Non, non, mais c'était pour pousser un peu cette question, parce qu'elle était rigolote. Si vous avez d'autres questions bah, sur le chat, n'hésitez pas, hein, j'ai vu beaucoup de retours, mais tu as répondu à beaucoup de choses, en fait, au fur et à mesure. À chaque fois, il y avait des questions, et hop, tu répondais à la slide suivante, donc très bonne présentation. Je vois, parce que là, il nous reste encore un tout petit peu de temps. Si vous avez Il reste un d'autres tout petit petites peu. questions. Ouais, si tu veux nous montrer d'autres choses, je ne sais pas. A priori, c'est la tradition. Ah oui, bah, si tu as un animal, alors là, on va te laisser évidemment. Alors comment il s'appelle celui-là? Il s'appelle Rama, voilà. Rama. Eh ben écoute, hein, je pense qu'à la fin de la donne, il faudra faire en fait une espèce de classement des chiens et des animaux de compagnie de tout le monde. Moi, mon chat, évidemment, il est en train de dormir, hein, donc je vais pas le déranger. Mais il est trop bien. C'est une? C'est une. Ouais, quel âge elle a, tiens. Je sais, On je va dois passer en avoir mode 5 ans. Michel Drucker. Alors, est-ce que vous aimez les chiens, Grill? Parlez-nous de votre chien. Voilà. Et j'ai aussi une chatte, mais je sais pas où elle est. Ouais, bon, c'est normal, c'est un chat, ils font leur vie. C'est ça. Il n'y a pas de classement, les gens disent tous les chiens sont beaucoup trop beaux. Ok, très très bien. Est-ce qu'elle fait des photoramas? Non, non, ça suffit les calembours, attention. C'est elle ici, là.
Ouais. Ah Voilà. d'accord, c'est ton... Ah mais oui, d'accord, c'est ton petit avatar en fait, hein. Avec les lunettes de soleil pour le style, quoi, bien sûr. Très bien. Ok, bah écoute, je vais regarder s'il y a d'autres questions qui arrivent, mais sinon, bah, tout simplement, on va arrêter là. La prochaine conférence sera d'ici une demi-heure, mais si les gens sur le chat ont une autre question, sinon on va pouvoir te laisser retourner. On n'a pas eu de soucis finalement avec l'orage, mais moi j'ai eu peur parce que ça commence à craquer ici, donc c'est... Ah ouais. Mais ça va, je n'ai plus d'autres conférences juste après. A priori, le chat, si vous n'avez pas de questions, vraiment vous pouvez remercier encore une fois Grill. Je ne sais pas si tu as un compte Twitter que tu veux partager, sinon bah, de toute façon c'est The Game Bakers pour suivre les actualités de Haven. Il y a tout le monde voilà, qui t'applaudit, tu entends évidemment la foule en liesse. De toute façon, oui, si vous voulez me suivre sur Twitter, c'est Grill, mais voilà, il y aura probablement un peu plus de vidéos sur le travail du bois que sur le développement de jeux vidéo. Bah non, mais c'est très bien, comme ça on pourra voir les différentes facettes de ton travail. Merci encore une fois pour cette vraiment très très bonne présentation sur les caméras. Nous, on se retrouve d'ici une petite demi-heure avec une autre conférence. Je ne sais pas laquelle c'est encore une fois, je vais Et l'afficher parce Christophe que j'ai... Galacci, que je vous conseille Ah de bah voilà, regarder, voilà. Tu sais mieux le programme que moi. Et ça va parler de quoi alors, vas-y, raconte-moi. et ça va parler de son expérience à la villa. Oh, par contre, je risque de faire une faute sur le nom, que je dirais Ah oui, c'était une résidence. Koijima peut-être. Ouais, j'ai plus le nom exact, mais effectivement, je J'ai crois que jamais je fait l'ai que mis. la lire. Tiens, regarde, on va faire hop, la petite Kujoyama. transition. Normalement.